dernière de l'année. Alors, on va commencer par le traditionnel appel. Laurent Ourquet est présent. Marielle est excusée puisqu'elle est en session à la région et on y vote à sa procuration. François Lucena, en y vote. Michel Ferré, Pascal Contuma, Jérôme Garcia, Martine Maréchal, Présente. Alain Lambert, Alain Chatillon, Thierry Fred, Valérie Mogard, Patricia Ducenti, Gilou Delprat va arriver, Brigitte Burson-Breyer a donné procuration à Catherine Février, Christelle Fèvre, je l'ai vu, ouais. Jean-Louis Clausel, Alain Sartori, Catherine Février, Olivier Picard, Thierry Clavel, Frédéric Galigné, Uvaldo m'a donné procuration, Paul Voreda m'a donné procuration, Charlotte Toussaint-Jouy a donné procuration à Jérôme Garcia, Marie Argence à Alain Sartori, Caroline Combe absente, Rémi Deron absente, Robert Clairon est présent et Martine Freeman est absente. Nous avons le quorum et nous pouvons donc commencer les travaux. Donc, traditionnellement, il nous faut élire un secrétaire de séance. Tout le monde plébiscite François. Il va faire le grand chelem. Donc, qui est pour nommer François comme notre secrétaire de séance. Merci de cette belle unanimité. Deuxième point à traiter avant d'attaquer l'ordre du jour, c'est l'approbation du procès-verbal de notre précédente réunion. Y a-t-il des questions, des remarques, des demandes de modification sur le projet tel que vous l'avez reçu avec la convocation? Non, donc qui est pour? Eh bien, merci beaucoup. Donc, on va attaquer. Premier point à l'ordre du jour, Martine Maréchal pour les décisions modificatives sur le budget 2023. Oui, bonsoir à tous. Donc, il s'agit de régulariser certaines dépenses, mais en priorité des opérations d'ordre, c'est-à-dire des dotations aux amortissements sur les calculs d'acquisition et de travaux réalisés dans l'année, pour un surplus de 170 000 € et de constater des baisses de charges dans d'autres affectations. Donc, au total, ce serait 102 000 € de plus en dépenses et qui s'équilibre avec 102 000 € de recettes qu'on va constater budgétairement au niveau des remboursements de rémunération du personnel pour moitié, 50 000 €, et au niveau de la taxe sur la consommation d'électricité, 50 000 € en plus. Donc il y a équilibre entre les 102 100 € de dépenses en plus et autant en recettes. Comme nous constatons des dotations amortissements à hauteur de 170 000 € complémentaires, cette ligne-là allant à la section investissement en recettes, nous le constatons de la même manière mais en recettes. Et pour équilibrer, ce sera affecté en dépenses de réseau. Voilà pour l'essentiel de la dotation, de la décision modificative de ce jour. Est-ce que vous avez des questions ? Sinon, je vais vous demander de l'approuver. Qui l'approuve? Tout le monde, je pense. Merci. Merci. Je vais continuer car il y a une décision modificative au niveau du budget annexe de notre pôle municipal de santé. Là, il s'agit d'un jeu d'écriture. On diminue le chapitre 11 où il y a les dépenses de fonctionnement d'une somme de 90 000 € et nous affectons cette somme aux charges de personnel, donc jeu d'écriture. Pas de questions sur ce virement. Je vais vous demander de l'approuver également, qui est pour. Merci. Merci. Je continue. Continue, oui. Puisque nous sommes en fin d'année et dans l'attente de voter notre budget d'investissement pour 2024, ça aura lieu comme d'habitude, certainement vers le début avril. Nous devons permettre d'engager des dépenses d'investissement et pour cela accorder un crédit sur le budget 2024. Traditionnellement, donc, nous prenons un quart des dépenses inscrites au budget de l'année précédente, donc de 2023.
En 2023, nous avons inscrit en dépenses une somme de 11 111 551 €. Donc vous avez le détail par chapitre. Donc nous proposons d'affecter un quart de cette somme par chapitre, soit au total 2 777 888 € en dépenses d'investissement provisoires pour 2024, dans l'attente du vote du budget qui aura lieu dans quelques mois. S'il n'y a pas de questions, puisque c'est, je vais dire, une affectation qui permet d'engager des dépenses. Ouais. Ça permet de continuer à tourner sur les 4 premiers mois de l'année avant de voter, bien évidemment, et de débattre préalablement du budget 2024. Voilà, qui est pour ce premier budget. Merci beaucoup. Et pour finir, nous faisons de même sur le budget annexe du pôle municipal de santé. Je vous propose d'autoriser un quart des dépenses d'investissement du budget 2023, qui était de 25 000 €, donc d'autoriser une ouverture de crédit de 6 250 € pour permettre là aussi les dépenses d'investissement dans l'attente du vote du budget, voilà, s'il y en avait. Donc, s'il n'y a pas de questions, est-ce qu'on peut passer au vote? Donc, qui est pour cette affectation? Merci beaucoup. Et voilà les 4 premiers points traités rapidement. Merci Martine. Le point suivant est l'objet de décider du versement d'une prime dite pouvoir d'achat à nos agents. Cette prime qui existait pour les agents de l'État n'existait pas et n'était pas encore autorisé. Il a fallu attendre un décret de fin novembre pour les collectivités territoriales. Il s'agit là de compenser un bout ou une partie de l'inflation, sachant que l'indice pour nos agents a été augmenté de 1,5% uniquement le 1er juillet, 1,5%, et vous savez qu'on ne peut pas aller au-delà de ces éléments-là. Donc l'État a donné la possibilité aux collectivités territoriales de décider d'une prime dite inflation ou pouvoir d'achat qui comporte plusieurs éléments. Tout d'abord, c'est des montants maximum qui sont fixés par palier. Les paliers les plus importants, bien évidemment, pour les rémunérations les plus basses dans la collectivité, et avec un système dégressif que vous avez eu dans le point lié à votre convocation. Pour ça, il faut que l'agent soit présent au 1er janvier 2023 et était présent au 1er janvier 2023 et que les maximums de rémunération calculés du 1er juillet 2023 au 30 juin, puisqu'il n'y a que 30 jours au mois de juin, sont limités. Nous avons eu des discussions globales avec nos partenaires sociaux, c'est-à-dire les syndicats représentatifs du personnel, et nous avons débattu du principe et du montant de ces primes, et nous proposons de voter la moitié des maximums par niveau autorisé, suivant le tableau qui est annexé à la présente point délibération. En valeur absolue, ça fait un montant moyen qui sera aux alentours de 330 € pour nos agents. Bien évidemment, les agents de catégorie C, qui sont les moins bien rémunérés, ayant des montants plus élevés. Les catégories B et A auront des montants moins élevés, bien évidemment. En valeur absolue, le cumul de cette proposition représente une somme de 50 000 € qu'on peut rattacher au budget de l'année 2023, même s'il ne sera payé qu'en janvier 2024, puisque entre le moment où on la décide et l'exécution, c'est un calcul assez compliqué parce qu'il faut tenir compte des prorata, l'exécutant paye, etc. Donc voilà la proposition. Le CST, c'est-à-dire le comité technique qui avait en charge et qui est représenté à parité avec les élus et les syndicats, les représentants des salariés, des agents, ont donné leur accord, a donné l'accord pour ce montant-là. Est-ce que vous, avant de passer au vote, est-ce que vous avez des questions, des objections? En pourcentage? En pourcentage, c'est assez peu, puisque 330 sur un salaire qui doit être à peu près moyen aux alentours de 30 000 €, vous faites le rapport, et c'est une fois, bien évidemment, pour l'année. Donc c'est à peu près
1% de la masse salariale globale, hein, puisque je vous rappelle qu'on a une masse salariale globale qui fait 4,6 millions d'euros en salaire brut pour la totalité des agents, hors charges sociales. Hein. Donc c'est à peu près un petit peu moins de 1%. Elle sera versée en janvier. Oui, Olivier. Est-ce que c'est une prime qui va être pérenne? Non, c'est une prime exceptionnelle que l'on décide de verser une fois, prime inflation, sachant qu'on est rentré en discussion avec nos agents, on l'avait évoqué à plusieurs reprises, sur le système général de rémunération, de santé et de prévoyance. Vous savez qu'on va être amené à voter notre participation au régime de santé et au régime de prévoyance des agents et qui sera remis aussi dans un contexte d'annualisation de temps de travail, de ouverture plus large de certains services qui vont faire l'objet de discussions avec les partenaires sociaux durant le premier trimestre, pour être schématique là-dessus. Le but étant de trouver un équilibre, et le versement de cette prime fait partie de cet équilibre-là, et je le redis, représente 1% de la masse salariale annuelle. D'autres questions? D'autres remarques? Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Merci pour eux. Point suivant, qui est le point numéro 6, c'est François, c'est la mise à jour des effectifs, de notre tableau des effectifs. Des effectifs titulaires. Conformément aux dispositions du Code général de la fonction publique, il appartient à l'Assemblée délibérante de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Une mise à jour du tableau des effectifs est nécessaire pour prendre en compte la fermeture de 61 postes faisant suite au mouvement de l'année 2023. C'est les avancements de grade, les départs et les recrutements. Le CST a rendu un avis favorable lors de la réunion du 24 novembre 2023. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver la suppression des emplois tels que présentés dans le tableau des effectifs, d'approuver le nouveau tableau des effectifs. Donc vous avez les tableaux. Est-ce qu'il y a des questions? Peut-être donner le nombre total des agents que... Poste ouvert avant la mise à jour, c'est 235. Poste supprimé, 61. Poste ouvert après mise à jour, 174. Total poste pourvu, 154. Voilà. Voilà le total. Alors, pour ceux qui sont moins habitués que nous, désormais, sur l'écart entre le nombre de postes ouverts et le nombre de postes pourvus, je vous rappelle que quand on recrute quelqu'un, on ne sait pas par définition sur quel grade et sur le type de contrat qu'on peut avoir. Donc pour un même poste, on peut être amené à ouvrir plusieurs postes et de façon assez régulière, on referme ces postes-là une fois que les postes sont pourvus. Ceci explique l'écart important entre les 200 et les 154 effectivement pourvus, mais c'est assez habituel et rien de surprenant. Les effectifs sont en légère augmentation, mais c'est une volonté politique, je le rappelle, et on l'avait traduite dans notre budget, en approuvant le budget, en renforçant en particulier le pôle santé, qui n'existait pas, qu'il avait fallu créer. On avait créé un poste supplémentaire pour l'encadrement du sport et la dynamisation du sport par rapport à ça, et un poste supplémentaire à la police municipale pour vous donner et vous rappeler les éléments volontaristes qu'on avait voulu faire par rapport à ça. Voilà. Est-ce que là aussi vous avez des questions, des remarques? On passe au vote. On passe au vote, François. Qui est pour? Merci beaucoup. Le point suivant, là aussi vous commencez à être habitué puisqu'on l'a vu dans beaucoup d'instances, c'est la nomination d'un référent déontologue pour les élus de la commune. L'objectif étant de permettre à chaque élu qui le souhaiterait de pouvoir avoir une instance indépendante en cas où il y aura un problème de représentativité ou autre avec le maire ou un adjoint ou peu importe avec qui. Donc ce qu'on vous propose, c'est d'adhérer et de désigner des personnes
qui ont été désignés par l'ATD, un peu comme on l'avait fait à l'intercommunalité, pour permettre d'avoir un service externe, neutre, etc. Bon, qui ne coûte pas d'argent, si ce n'est, puisque c'est compris dans les prestations de l'ATD, et sur lequel vous avez, messieurs et mesdames les élus, les références, si vous aviez besoin, à un moment ou un autre, de faire appel à ce référent déontologue. Ils sont 3, donc au choix par rapport à ça. Est-ce que sur ce point-là, vous avez des questions, là aussi? Donc, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci à vous. Point suivant, c'est François. On joue au ping-pong avec François. C'est l'église de Notre-Dame. Alors, reconstruite plusieurs fois et dans un style néo-byzantin dans la seconde moitié du XIXe siècle, l'église de Notre-Dame des Grâces a fait l'objet d'un réaménagement intérieur dans les années 80. Cependant, la toiture n'avait pas été traitée et celle-ci présente aujourd'hui des infiltrations. Cet équipement est utilisé par la paroisse pour les offices religieux, mais également par des associations pour des manifestations culturelles, concerts d'orgue notamment, qui rayonnent sur le bassin de vie. L'orgue de tribune, inscrit au titre des monuments historiques en 1998, et la voûte du chœur, peinte par M. Lafay dans les années 1950, constituent les éléments remarquables du bâtiment. Aussi, dans un souci de préservation du patrimoine local, la commune souhaite engager un programme de rénovation de l'église Notre-Dame des Grâces. Ce projet a en particulier comme objectif la réfection de la toiture, la restauration des vitraux de l'édifice, la remise en peinture intérieure. L'autorisation d'urbanisme a été obtenue le 1er juin 2023. Sur cette opération inscrite au contrat de relance et de transition écologique du pays lauragais correspond à l'axe 5 des catégories d'opérations éligibles aux subventions d'investissement de l'État pour 2024. Le montant de l'opération est estimé à 667 444,71 € hors taxe. Le plan de financement de cette opération pourrait être le suivant. Donc en prestations intellectuelles, en dépenses, on aurait 87 000 €. En travaux de toiture et peinture, 459 307,75 €. Et la restauration des vitraux qui se monterait à 121 136,96 €. Ce qui fait donc le total de 667 444,71 € et un total TTC de 800 933,65 €. En recette, donc, État des ETR, on aurait 300 000 €. Conseil départemental, salle 74, 133 041 € et la ville de Revel 326 824 €. Voilà. Cette opération ne bénéficiera pas d'aide de la Direction régionale des affaires culturelles, donc la DRAC. Et si ces dispositions recrutent votre accord, je vous propose d'approuver le projet et le plan de financement de l'opération de rénovation de l'église Notre-Dame de Grâce pour un montant total de 667 444,71 € et de solliciter auprès de l'État une subvention d'investissement au taux maximum. Y a-t-il des questions? Effectivement, c'est un beau budget, mais quand on voit en particulier la partie gauche d'une chapelle à l'intérieur de l'église, il y a des travaux urgents, en particulier de mise hors d'eau et de peinture à reprendre, sur lesquels il faut y aller sans trop tarder, quoi. Pas de questions? Oui, Christelle, prends le micro pour que tout le monde t'entende. La commune, par la ville, oui. Tout ce qui est facture ou autre petite facture, c'est qui gère tout ça? De quelle facture tu parles? Je sais pas, moi, l'électricité, le chauffage, il y a plein de choses, quoi, en fait. Pas pour le presbytère, c'est pas la commune. Oui, ouais. C'est pour l'église, c'est la commune. C'est nous. Pour l'église, c'est nous. Et pour le presbytère, c'est la paroisse. C'est la paroisse. D'accord. Nous, on gère tout ce qui est église, quoi. Ouais. Toutes les églises. Je vous rappelle qu'on en a plusieurs sur le territoire. Voilà. Donc, puis c'est. Oui, Olivier. Si, rallume ton micro.
Ça marche là, oui. Ouais. En fait, pour répondre à Christelle, tous les bâtiments qui appartiennent à la mairie sont à charge pour les gros travaux à la mairie. Tous ceux qui sont utilisés pour le culte, qu'ils soient même sur les parties presbytériennes du presbytère, sont aussi à la mairie. Par contre, tout ce qui est logement des curés et autres, c'est à charge du diocèse. Ça découle directement de la loi de 1905. Hein. Ouais. Titre 3, chapitre 13. Bien, merci du complément. Oui, oui, mais c'est pas le gardien qui va aller faire la toiture. Oui, oui. Il y a des subventions de gardiennage, ouais, tout à fait. Ouais. Ok, ouais. Mais c'est une subvention de gardiennage, Oui, oui, non pas liée au culte. pas lié auquel. D'autres questions ou remarques? Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Une voix. Et qui est contre? Parfait, merci. On continue d'avancer et c'est Jérôme sur le terrain multi-activité. Bonjour à tous. Donc, concernant l'aménagement du terrain multi-activité, dit de Roger-Sudre, en tout cas à proximité du groupe scolaire Roger-Sudre. Donc, vous savez, une étude relative à l'aménagement de ce terrain, qui est d'ailleurs le terrain historique de l'USR, jusqu'en 1963. Donc une étude relative à l'aménagement de ce terrain à proximité du groupe scolaire, du chemin de Lourmette jusqu'à la rue Montposa, a été engagée par la commune. Et nous avons été aidés par le cabinet Vitam Ingénierie qui a élaboré un programme technique détaillé. Donc l'objectif est de réaménager ce terrain afin d'y installer des équipements permettant de favoriser la pratique sportive au sens large, en particulier bien sûr des écoles, des associations, mais aussi des habitants, puisqu'on voudrait, après avoir beaucoup travaillé sur le projet, en faire une sorte de jardin sportif qui serait ouvert à tous. Donc une aire ludique et sportive au cœur de la ville, et donc offrir un nouveau lieu de pratique, à la fois pour les habitants, mais aussi pour les associations, pour décongestionner les zones où se pratique actuellement le sport. Alors, à ce titre, dans le cadre du dispositif 5000 terrains de sport, la commune a sollicité une subvention de 90 000 € auprès de l'Agence nationale du sport pour une partie des dépenses qui s'élève à 179 520 € et qui concerne les infrastructures sportives. L'autre partie du projet, les autres dépenses, donc d'un montant de 664 185 € et les prestations intellectuelles restent à financer. Pour cette opération, donc un permis de construire et une autorisation de travaux ont été délivrés en juin 2023. Et finalement, le montant prévisionnel de l'opération s'élève à 993 283,17 €. Le plan de financement de l'opération pourrait être le suivant, donc 90 000 € de l'Agence nationale du sport, une dotation de l'État de 300 000 €, de la région Occitanie de 25 000 € et de la ville de Revel de 716 939,80 €. Donc cette opération s'inscrit pleinement dans la catégorie numéro 6, comme chacun sait, donc équipement sportif et socio-éducatif d'intérêt local, des opérations éligibles de la programmation des subventions de l'investissement de l'État. Donc, considérant qu'il s'agit d'un projet phare du développement sportif, social et éducatif de la commune, je vous propose d'approuver le projet et le plan de financement de l'opération d'aménagement des terrains multi-activités à proximité du groupe scolaire Roger-Sudre pour un montant de 943 283 283 283 € et de solliciter auprès de l'État une subvention d'investissement. Bien sûr, avant que vous votiez, je vous propose de répondre à vos questions. Il y a 50 000 € qui se baladent. S'élève à 993. Ah oui. Voilà, et Karine avait fait exprès pour voir si vous suiviez un petit peu. Ouais. Non, en fait, c'est 943.
943, mais vous voyez, enfin avant, on va continuer à répondre à vos questions, mais vous voyez que le taux de subvention est de plus en plus faible, hein, puisqu'on arrivera au max à 40% de subvention. On voit bien que les temps sont difficiles pour tout le monde et pour toutes les collectivités, et ce qui va rendre de plus en plus difficile des structurations d'investissement de cette nature-là. Christelle, tu avais levé la main, prends le micro qu'on t'entende. Parce qu'il y aura un jardin, donc je comprends bien qu'il y aura des arbres, des choses comme ça. Non, ouais. Mais voilà, c'est quoi? C'est un terrain de basket, c'est du volley? Oui, il y aura un terrain enherbé, donc disons foot, rugby, globalement, mais il y a d'autres pratiques, hein, le hockey sur gazon, d'autres sports qu'on peut faire sur gazon. Donc il y aura grosso modo la moitié du terrain qui sera un mini-terrain de foot et de rugby. Ensuite, il y aura un terrain multisport qu'on prévoit d'assez grande taille, donc de plus de 40 sur 20, pour pouvoir pratiquer notamment le handball, mais aussi d'autres sports, sur lequel on est d'accord pour prévoir qu'un jour il puisse être couvert sous forme de préau. Il y aura un terrain de basket 3-3. Il y aura un terrain type multi-activité, type ce qu'on a mis à Coufinal ou qui est à l'espace jeune, donc sur lequel on peut faire plein de sports, du basket, du mini-foot, du foot à 5, des choses comme ça. On a prévu également un mur, parce que ça nous a été demandé par nos ETAPS, les éducateurs sportifs des écoles, qui aimeraient utiliser le mur pour beaucoup de pratiques techniques et aussi, pourquoi pas, pour faire de la pelote basque ou des jeux dont on a un peu moins l'habitude. Et ensuite, il y aura dessiné au sol, on va dire, une piste d'athlétisme tout en longueur qui ira de la rue de la résidence Roger Ricalens, donc du chemin de Lourmette en fait, jusqu'à la rue Montpezat, sur une longueur de 600 mètres, je crois. Hein, voilà, qui permettra de servir de piste d'athlétisme, mais qui servira aussi de design actif pour favoriser l'envie de se déplacer. Oui, et je pense qu'il y a 100 mètres, hein, Jérôme, parce que 600 mètres, ça fait large, hein, autrement. Hein. Et non, il n'y a pas 600 mètres hein, le long en travers. 100 mètres, 100 mètres. 100 mètres, 100 mètres, non, c'est 600 mètres carrés, 100 mètres de long sur 6 mètres de large. Voilà. Je m'en sors bien. Et il y aura également un cheminement piétonnier tout autour de toutes ces zones sportives, cheminement piétonnier qui permettra donc de la balade. Voilà. Alors il y aura des vestiaires et ensuite plusieurs petits dispositifs à base de containers qui serviront l'un pour des sanitaires, l'autre pour du stockage pour le matériel technique, l'autre pour du stockage pour le matériel des associations. Donc si c'est comme sur le plan, ça sera un peu coloré, un peu vivant. Voilà. Donc le plan est très alléchant. On attend maintenant, on attend. On attend depuis très longtemps, mais bon, on y croit. D'autres questions? Oui, Thierry. Des écoles, non, mais des écoles, ça ne sera pas réservé uniquement à Roger Sud, c'est ça? Non, c'est des écoles générales, et puis là-dessus, avec prioritairement aux écoles, et après pour d'autres activités en période de non-activité des écoles, justement. Quoi. Ouais, sachant que juste à côté, on a aussi le dojo qui existe déjà, donc on aura l'activité, ça fera quand même une petite plaine des sports. Quoi. Ouais. D'autres questions? Donc je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Qui s'abstient? Merci de cette belle unanimité. Jérôme, sur la convention de participation au programme TCAP. Donc, comme vous le savez, nous avons une maison sport santé. Nous avons passé à plein temps notre éducatrice en activité physique adaptée et ce qui lui permet d'avoir du temps pour chercher des financements et des programmes de prévention et de prise en charge de la santé qui s'appuie sur notre maison sport santé. Donc TCAP est un programme de prévention et de prise en charge de l'obésité pédiatrique
qui est initié par la CERO, donc Structure d'expertise régionale en obésité, qui est une association qui fédère les acteurs institutionnels impliqués dans cette problématique. Donc sur le territoire, ce programme est porté par la CPTS. Je rappelle, c'est la communauté professionnelle sur un territoire de santé. Donc c'est les soignants qui s'organisent entre eux pour mieux répondre à des problématiques. Et donc les soignants du territoire de Haut-Garonnais de notre intercommunalité ont adhéré à la CPTS du Lauragais. Donc ce parcours TECAP propose aux patients qui ont fait l'objet d'une orientation vers ce dispositif une prise en charge qui comporte un bilan éducatif personnalisé, des séances collectives et un bilan de synthèse. Et encore une fois, la Maison Sport Santé de Revel a été sollicitée en vue de participer à cette action. Elle bénéficierait d'un versement d'un montant forfaitaire de 350 € par an et par patient qui aurait participé à ce programme complet. Voilà. Alors, afin de pouvoir participer à ce programme, il faut être adhérent de la CPTS et voilà, ce qui est gratuit. Enfin, il faut avoir la volonté, bien sûr, de participer et d'être actif dans le dispositif, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant de voter? 15 ans. Pour être très précis, je crois que c'est 15 ans et 3 mois. Autre question? Donc, qui est pour? Qui s'abstient? Merci. François, tu reprends la parole pour l'aménagement d'un plateau traversant avenue de Toulouse. Non, j'avais le Farel d'abord. Ça m'est égal de parler de... Non, j'ai sauté le Farel. C'est le Farel. Et non, j'avais traversant, moi, dans le 11e point, mais c'est pas grave. Allez-y. C'est bon, vas-y, roule. C'est pas mon ordre du jour. L'aménagement urbain du quartier du Farel a débuté dans les années 1950 pour se terminer à la fin des années 1960. Ce quartier périurbain de Revel Centre est un témoignage de l'habitat pavillonnaire de la deuxième moitié du XXe siècle avec une trame urbaine octogonale. Il indique clairement le projet urbain de l'époque. Depuis quelque temps, les constructions accueillent une nouvelle génération d'habitants qui rénovent les habitations. La voirie et les réseaux ont fait l'objet de reprises ponctuelles depuis la construction du lotissement et il apparaît nécessaire de réfléchir à une réhabilitation complète de ces équipements. Le périmètre du projet, qui englobe environ 200 pavillons, est délimité par la rue Paul Riquet, la rue Henri Dunant, la rue Jules Ferry et le chemin de la Bourdette. Il s'agit de reprendre les réseaux secs et humides, ainsi que la voirie, en tenant compte de la gestion des différents flux et en intégrant les déplacements d'eau. À ce stade, le coût prévisionnel de l'opération est estimé à 8 100 000 € hors taxes, dont 7 500 000 € hors taxes de travaux. Compte tenu des nombreux intervenants sur ce projet, à savoir Réseau 31, Enedis, GRDF, Fibre 31 et Orange, un volet coordination est à prévoir pour mener à bien cette opération. Afin de pouvoir lancer un appel à candidature pour le choix d'une maîtrise d'œuvre, un programme d'aménagement a été réalisé par les services techniques. L'année 2024 sera consacrée au choix du maître d'œuvre ainsi qu'aux études de diagnostic. Compte tenu des montants des travaux, ces derniers se réaliseront par tranches sur plusieurs années. Si ces dispositions recueillent votre accord, je vous propose d'approuver le programme de réhabilitation de la voie et des réseaux divers du quartier du Farel, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document en relation avec cette opération. Donc vous avez le tableau, là, je ne vais pas vous le relire. Merci. Donc voilà, y a-t-il des questions ? Alors effectivement, c'est des travaux très importants, mais ce quartier qui a plus de 50 ans mérite, et est très ancien, qu'on le rénove. Hein, et on sait toujours que c'est beaucoup d'argent qui ne se voit pas parce que on l'enfouit par définition. Mais quand on voit le nombre d'incidents, de ruptures de canalisation qu'on a ces dernières années,
il est temps d'envisager cette rénovation, cette remise. Et comme il y a beaucoup de linéaires sur ce quartier-là, hein, puisque le quartier est relativement étendu par rapport à ça, ceci explique le coût très 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 élevé qu'il va falloir lisser dans le temps avec nos partenaires, puisque sur une partie Réseau 31 va monter, etc., etc. Mais ça dépasse bien évidemment fortement les engagements annuels que peuvent prendre les réseaux et les partenaires par rapport à ça. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas y aller, et il faut bien maintenir notre patrimoine et en particulier celui-là, même s'il ne se voit moins que d'autres. Des questions, des remarques? Donc je vous propose qu'on passe au vote. Donc qui est pour? Merci. Donc là, maintenant, on peut parler du plateau traversant. Et toujours François, donc. De la RD1. C'est par rapport à la voie verte que nous avons fait sur l'ancienne voie SNCF sur un itinéraire de 2,3 km. Ce nouveau tracé qui relie le centre-ville à la zone d'activité de la Pomme traverse deux voies routières, l'avenue de Toulouse et le chemin de la Pomme. Le projet d'aménagement prévoit la réalisation de deux plateaux traversants, dont un sur une voie départementale située en agglomération, la RD1, au niveau de la gendarmerie. Afin de réaliser ces travaux, il est nécessaire de signer une convention avec le conseil départemental de la Haute-Garonne qui prévoit des droits et d'obligations de chaque partie. Je vous propose d'approuver la convention à intervenir entre la commune et le CD31 pour un aménagement de sécurité avenue de Toulouse, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et tout document en relation avec cette opération. Il y a des questions? C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait, pour vous rassurer, je voyais bien les interrogations. Si vous nous dites non, on est un peu mal, parce que c'est déjà fait, mais on a reçu la convention du CD que très récemment, il y a que 2 semaines, et que les travaux sont déjà faits. Oui, effectivement, je vous le confirme. Et d'ailleurs, moi, les retours que j'en ai, je ne sais pas si vous avez les mêmes, mais les riverains trouvent que c'est super, qu'en termes de sécurisation, avec le feu dit récompense qu'on a mis un petit peu plus loin et ce plateau traversant, on est arrivé aux approches de l'école de Loré-de-Vore à mieux sécuriser cette partie-là, et cette partie de plateau traversant y contribue. Et je crois que là, on peut féliciter les équipes qui ont eu cet élément en charge, et Benoît en particulier à côté de moi, mais aussi les services techniques, parce que je pense que là, on est arrivé à bien sécuriser cette partie qui était à un point noir, disons-le, pour la sécurité, et la traversée pour rejoindre l'école de Vore. Des questions, des remarques? Donc, est-ce que vous m'autorisez à signer cette fameuse convention? Et là, j'espère que c'est oui. Donc, qui est pour? Merci beaucoup. Toujours François sur... moi, j'ai les travaux d'aménagement d'une ancienne SNF de voie verte. Un partout balle au centre. Alors, par délibération du 16 juin 2022, la commune a approuvé le programme des travaux d'aménagement d'une ancienne voie SNCF en voie verte, du chemin de la Farguette jusqu'à avenue Paul Sabatier. Pour mémoire, ces travaux s'effectuent sur la base d'une convention de transfert de gestion signée avec la SNCF le 9 décembre 2022. La réalisation de ces travaux comporte 2 lots, à savoir le lot VRD et espace vert pour un montant total de 897 698,20 €, soit 1 077 237,84 en TTC. La SNCF avait indiqué à la commune qu'elle n'avait pas les moyens d'intervenir pour réaliser un nettoyage sur la totalité de l'emprise et que le transfert se déroulerait en l'état. Lors des opérations de débroussaillage, il est apparu nécessaire de prévoir des travaux complémentaires avec en particulier le ramassage et évacuation en centre spécialisé de déchets, bidons, pneus, plastiques, l'enlèvement de souches et de végétaux pour traiter la zone présentant des détritus, la dépollution d'une zone de 2500 m² présentant des débris de verre, la pose complémentaire de panneaux pour la signalisation verticale. Par ailleurs, et à l'absence d'éclairage de la voie, il est proposé de tester une peinture luminescente du chemin de la Farguette jusqu'à l'avenue des Frères Arnaud. L'incidence financière sur le lot numéro 1 sera la suivante. Donc le lot numéro 1, c'est le VRD.
Le montant initial était de 633 172 euros. L'avenant, c'est 94 263,65 euros. Le nouveau montant du marché s'élève donc à 727 405,65 euros, ce qui représente 14,88% d'augmentation. Cet avenant serait passé conformément à l'article R 2194-8 du Code de la commande publique. Je vous propose d'approuver et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 au lot numéro 1 des travaux d'aménagement d'une ancienne voie SNCF en voie verte. Y a-t-il des questions? C'est cher, tout est cher, ma brave dame. Donc, une remarque, oui, mais parce qu'on a fait d'autres travaux et qui étaient des imprévus, hein, en particulier le ramassage de ces débris. Sur la partie luminescente, c'est un test qu'on fait sur un bout de cette voie pour voir de l'efficacité ou pas de cette peinture. Et en fonction de ça, on verra s'il faut étendre ou pas étendre là-dessus. Hein. Le principe, c'est que cette peinture ne se voit qu'au moment où il y a de l'obscurité ou la nuit. Voilà, donc on va tester sur un petit bout de cette voie verte de l'intérêt ou pas, et on verra, on sera plus intelligent à la fin de ça. C'est ça. Donc, qui est d'autres questions? Donc, on passe au vote. Donc, qui est pour? Merci. Alors, moi, je rajouterai une petite chose, enfin deux en fait. Un, on a reçu la notification d'une subvention du conseil départemental à hauteur de 266 000 euros pour cette voie verte et ce projet, donc ce qui est quand même sympathique. Et une chose moins agréable, mais je pense qu'il faut commencer à en parler, c'est que lors d'une réunion sur notre projet de contournement, les techniciens du conseil départemental sont venus nous proposer de faire passer le contournement sur cette voie verte. C'est la dernière idée qui a germé dans les techniciens et j'espère pas dans les politiques du conseil départemental, donc qui était de dire, bah, écoutez, on a trouvé, on va faire passer le contournement de Revel sur la voie verte. Donc, vous imaginez notre réaction, ma réaction en particulier. Donc, voilà, donc je pense qu'il va falloir qu'on arrive à mobiliser de façon importante la population si on veut voir, et ça fait plus de 40 ans qu'on travaille sur ce projet, qui devient une vraie problématique par rapport aux nuisances sonores, pollution de l'air, etc., pour qu'enfin le conseil départemental prenne à bras le corps ce projet. Mais voilà, mais puisqu'on parlait de la voie verte, la dernière idée était là-dessus, et 2 jours après, on recevait une notification de subvention alors qu'un technicien proposait de passer par là. Voilà, donc les joies de certaines incohérences par rapport à ça. Voilà. Michel, on va te faire travailler un peu puisque François est arrivé au bout de ses dossiers. Acquisition foncière auprès de monsieur et madame Bonnour pour la création d'une voie de liaison routière du chemin du Passelis jusqu'à l'avenue des Bourdettes. C'est la rue Paul Aymès. Depuis plusieurs années, le passage privé empierré est utilisé par les riverains de chemin perpendiculaire au chemin du Passelis. Afin de compléter la trame viaire et à la suite de plusieurs demandes, la commune engage des travaux d'aménagement de voirie qui permettront de rejoindre l'avenue des Bourdettes dans l'axe de la rue Paul Aymès. Pour mener à bien ce projet, des acquisitions foncières ont été nécessaires. La ville de Revel a pris contact avec les riverains qui ont donné leur accord pour des cessions consenties à l'euro symbolique. Il reste à acquérir auprès de Madame Suzanne Bonnour, Monsieur Marc Bonnour et Madame Sophie Bonnour la parcelle cadastrée section AE numéro 550 pour une superficie de 145 m². Ces derniers ont consenti à effectuer une cession à l'euro symbolique. Lors du dernier conseil municipal, on avait réglé les problèmes des autres sessions qui existaient. Là, il y avait une succession en cours, c'est pour ça que ça a été un peu plus long. Voilà. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous propose d'acquérir à l'euro symbolique auprès de monsieur et madame Bonnour la parcelle cadastrée section AE 550 d'une superficie de 145 m² et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir. Les frais inhérents à ces opérations seront pris en charge par la commune. Qui est pour? Contre? Non, pas. Non, abstention non plus. Merci. Merci Michel, tu continues? Je continue avec une rétrocession
rétrocession à la commune et classement dans le domaine public d'une partie de la boucle des Coquelicots. La commune a été sollicitée par la société civile immobilière Cadoun S.A. Cusado pour la rétrocession et le transfert dans le domaine public des voies et réseaux divers VRD du lotissement Le Clos de l'Albarel, dont l'accès s'effectue par le chemin de l'Albarel. Cette demande porte sur les parcelles cadastrées ZV 454 et ZV 455. L'emprise de la boucle des Coquelicots, anciennement qui était une impasse, possède des caractéristiques techniques nécessaires pour être intégrée au domaine public communal. Il s'agit de la voie, de ses accotements, du réseau pluvial et de l'éclairage public. Le réseau d'eau potable et des eaux usées sera pris en charge par Réseau 31. Le classement de cette partie de la rue, déjà ouverte à la circulation publique, ne portant pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation qu'elles assurent, est dispensé d'enquête publique en application de l'article L141.3 du Code de la voirie routière. Le linéaire de voirie intégrée est de 70 mètres. La contenance des parcelles supportant la voirie et les réseaux divers est de 678 mètres carrés, plus 166 mètres carrés pour les accotements. C'est compris. Il n'y a pas de... Des questions là-dessus, vous voyez où c'est? Oui, ah, mais vous l'avez là, oui. C'est très clair. C'est plus facile. Voilà. Bon, et la voie actuellement continue dans les lotissements qui viennent d'être créés. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de classer dans le domaine public communal une partie de la boucle des Coquelicots conformément au plan, d'autoriser M. le maire à signer l'acte notarié à intervenir, tout document en relation avec cette opération, les frais de cette transaction étant pris en charge par la SCI. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour. Merci. Merci. Donc sujet suivant, qui est un sujet important, qui a fait l'objet d'une concertation il y a une dizaine de jours ou de semaines, qui sont la définition des zones d'accélération des énergies renouvelables. Michel, toujours. Oui, donc c'est la loi du 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production des énergies renouvelables qui a prévu un processus permettant de définir sur le territoire de chaque commune de zones d'accélération d'énergie renouvelable ZA-ENR. Et donc c'est commune par commune. Les secteurs potentiels de développement doivent s'inscrire dans une démarche de planification territoriale de l'énergie, de solidarité entre les territoires et de sécurisation de l'approvisionnement. L'élaboration de ces zones fait intervenir les communes, les intercommunalités, un référent préfectoral placé auprès de chaque préfecture et le comité régional de l'énergie. Pour la commune, la première étape consiste à identifier le potentiel communal, énergie par le biais d'une cartographie. Le délai laissé aux communes est relativement court, puisqu'un retour au référent préfectoral est attendu au plus tard pour la fin de l'année, bon, délai qui a été prolongé au 31 janvier. À partir des éléments fournis, la commune a organisé une concertation par le biais d'une réunion publique le 29 novembre 2023, où un certain nombre de propositions a été exposé. Une cinquantaine de personnes étaient présentes et le document a été mis en ligne sur le site internet de la commune avec possibilité pour la population de présenter ses observations jusqu'au 4 décembre. Et le PowerPoint qui a été présenté, vous l'avez dans le dossier dans votre dossier, et vous avez le principe général de ce qui a été présenté, avec bon, essentiellement les panneaux concernant les panneaux photovoltaïques. On a exclu la zone 1 du site patrimonial remarquable, la place Jean Ferrat, sur lequel on ne souhaite pas qu'il y ait de panneaux photovoltaïques sur les parkings, le parking de la salle Omnisport pour les mêmes raisons d'utilisation, et le cimetière Notre-Dame. Voilà. Après, disons globalement, je vais continuer à lire et puis après on en parlera. Bon. La concertation donc, a bien eu lieu. Là, concernant les énergies renouvelables et compte tenu du potentiel identifié par la commune, il a été acté de ne pas retenir l'éolien et l'hydroélectricité, puisque ce n'est pas possible dans notre commune. Je vous propose de définir pour chaque catégorie de sources et de type d'installation de production d'énergie renouvelable, en fonction des potentialités au territoire concerné, conformément à l'article 15 de la loi 2023-175, les zones d'accélération de production d'énergie renouvelable, telles que précisées dans les annexes transmises avec l'ordre du jour. De transmettre ces propositions à la communauté de communes, aux sources du canal du Midi, à l'établissement public en charge de l'établissement du SCOT, du schéma de cohérence territoriale du Pays Lauragais, et au référent préfectoral de la Haute-Garonne. Vous avez
des questions particulières là-dessus? Enfin, moi, je fais une remarque, c'est que dans cette phase 1 de là-dessus, les espèces naturelles, agricoles et forestières n'étaient pas concernées, on ne pouvait pas les flécher. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est assez restreint à ce stade-là, sachant qu'il y aura une deuxième étape sur laquelle, quand les décrets, quand les éléments fournis en particulier par les chambres d'agriculture arriveront, nous aurons à débattre sur les fameux espaces naturels, agricoles, forestiers. Mais dans ce niveau-là de ce qui nous est demandé, on en est uniquement sur ce qui est déjà urbanisé. Voilà pourquoi les zones sont relativement restreintes par rapport à ces zones d'accélération. Oui, l'idée, ça a été d'autoriser sur toutes les toitures, sur les parkings, pour faire des ombrières, en sachant qu'il y a une obligation sur les parkings qui font plus de 1500 m² de créer des ombrières par le propriétaire à hauteur de minimum de 50% de cette superficie. Donc tous les parkings de supermarchés, par exemple, sont soumis à cette obligation. Dans un certain délai, passer ce délai, si ça n'a pas été fait, il y a des pénalités qui sont relativement importantes. Non, on a exclu les cimetières historiques, j'ai envie de dire, et on se réserve la possibilité pour l'extension du nouveau cimetière Ferréol, hein, sur lequel on a voté la dernière fois, je pense, l'extension. Oui, si je ne dis pas de bêtises, c'était la dernière séance, de pouvoir éventuellement mettre des ombrières. Hein. Voilà. Mais sur parce que ça poserait à la limite plus de problèmes pour mettre des ombrières compte tenu de la configuration des cimetières les plus anciens, mais là où on a de l'espace et sur lequel on a de la place pour définir, ben pourquoi pas mettre des ombrières, quoi. Ne refusons pas cette discussion-là du moins, quoi. On a inclus aussi dans les possibilités la zone 2 du SPR, c'est-à-dire la zone en dehors de la zone du cœur de ville. On a dit qu'on souhaitait qu'il y en ait dans la deuxième partie. Aujourd'hui, ça c'est une bataille avec l'ABF qui aujourd'hui nous refuse pratiquement tout, en partant du principe qu'on n'a pas le droit de le faire, alors que dans l'SPR, dans la phase 2, on a le droit de le faire. Mais lui part du principe que normalement, on doit mettre des tuiles canal, et que si on met des panneaux photovoltaïques, ce n'est pas des tuiles canal. Bon, là, je pense qu'on va discuter longuement avec lui pour arriver à faire évoluer la situation. D'autres questions ou remarques? Donc je vous propose qu'on passe au vote sur la définition de ces zones qui, je le dis, sont la première étape, hein, puisque le plus important reste à venir avec les espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc qui est pour adopter cette cartographie, qui s'abstient, qui est contre? Merci beaucoup. Alain, je pense que c'est à toi sur les dimanches. Oui, c'est une délibération qu'on a tous les ans. Il s'agit de fixer pour l'année 2024 les jours de dérogation au repos dominical pour les commerces de détail. Je vous propose, comme les années précédentes, de suivre la recommandation du Conseil départemental du commerce et de fixer à 7 donc, le nombre de dimanches d'ouverture, sachant qu'on a reçu évidemment l'avis favorable de la communauté de communes dans sa séance du 14 novembre dernier. Alors ces jours-là, c'est le premier dimanche suivant le début des soldes d'hiver, ça sera le 14 janvier. Le premier dimanche suivant le début des soldes d'été, normalement c'est le 30 juin, si les soldes ne sont pas déplacés. Et ensuite les 5 week-ends de décembre 2024. Juste, je vais vous préciser qu'en contrepartie de ces dimanches travaillés, bien entendu, les salariés bénéficieront de compensations financières prévues à minima par le Code du travail et que nous reprendrons ce rappel dans l'arrêté. Voilà. Vous avez des questions? Donc, je vous non, c'est classique en fait. De passer au vote. Qui est pour? Eh bien, merci. Pas d'abstention, pas de contre. Eh bien, merci à toi, Alain. Donc, dernier point à notre ordre du jour, c'est les informations que je vous dois en vertu des délibérations, en vertu des délégations que vous m'avez confiées. À ce titre, je vous informe de la signature d'une convention entre le SMEA 31 et la commune de Revel pour l'installation, l'entretien et le contrôle des dispositifs de lutte contre l'incendie pour une durée de 6 ans, moyennant la somme de 20 000 €.
la réalisation d'un emprunt de 2 600 000 € pour le financement des dépenses d'équipement de 2023. On a beaucoup voté de choses, maintenant il faut les financer, avec un taux fondé sur le livret A plus 0,60%, ce qui fait, au moment où je vous parle, un taux de 3,6%, qui pourra être rajusté le taux du livret A à la hausse ou la baisse, et ce pour une durée de 20 ans. De la réalisation d'un prêt au moyen d'une convention appelée Intracting avec la Caisse des dépôts et des consignations pour un montant de 1 400 000 €. Ceux-là sont fléchés avec des travaux de rénovation énergétique et en particulier d'éclairage. Le taux pour cet emprunt-là est un taux fixe de 2,60% sur 12 ans, ce qui à l'heure actuelle est un taux plutôt très favorable par rapport à ces éléments-là. Donc le cumul de ces deux emprunts font 4 millions, c'est ce qu'on avait bien évidemment au budget et qu'on avait prévu de déclencher quand il serait temps de les déclencher pour ne pas avoir de la trésorerie et payer des frais financiers de façon anticipée. Je vous informe de la désignation d'un avocat pour défendre les intérêts de la commune dans l'affaire qu'il oppose au groupement Gruyer Ingénierie et à l'entreprise Vigne à la suite de désordres et malfaçons qui ont été constatés sur les bassins de la piscine municipale après les travaux de rénovation. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est en discussion pour essayer de faire réparer les désordres qui sont apparus après la rénovation, en particulier sur les résines. De la désignation d'un avocat pour défendre les intérêts de la commune dans l'affaire qui nous oppose à la société Christelle Rente à la suite de l'exercice du droit de préemption de la commune sur l'ancien parking Leader Price. Vous savez, on a préempté et l'acquéreur potentiel qui avait un intérêt à acheter le parking conteste notre droit à préempter. C'est pas pour ça qu'on ne va pas continuer. De la cession d'une sableuse à l'amicale des cheminots Blainville-Dame-le-Vière, domiciliée à Blainville-sur-Lot, dans le 54, pour la somme de 400 €. De la fixation d'un tarif de redevance d'occupation temporaire du domaine public applicable à un manège hors fête locale à compter du 1er janvier 2024, à savoir un montant forfaitaire de 80 € par mois, consommation d'électricité comprise. Vous allez voir arriver ce dont il s'agit dans tous les premiers jours de janvier. De la signature d'avenants ou de marché public selon la procédure adaptée pour la réalisation de l'étude de faisabilité et de programmation pour la rénovation de l'école maternelle Roger Sudre avec Vitam Énergie pour un montant de 32 136. Effectivement, nous devons reprendre pas mal de choses sur cette école maternelle, en particulier en termes de régulation de température, été, hiver, disposition des locaux, etc. Donc on se fait accompagner pour ça. De l'attribution de concessions funéraires, et vous me permettrez de ne pas lister la totalité des éléments, mais aux conditions et aux tarifs tels qu'on les a pu les voter précédemment. Voilà pour l'ordre du jour. Certains, bien évidemment, mais c'est Jérôme qui va se faire le porte-parole du conseil municipal, je pense, par rapport à ce qui s'est passé samedi et ce qui va se passer. Ben oui, nous vivons un moment formidable pour la ville grâce à notre club de foot, l'US Revel, dont le maire et le sénateur arborent et le DGS, ancien meneur de jeu de l'équipe 1 de Revel, arbore l'écharpe. Donc nous avons 2 présidents dans la salle, le président Alain Chatillon dans les années 80 et le président Sartori dans les années 90. Et cette formidable épopée retentit, je pense, à tous les niveaux sur notre ville. Bien sûr, le sportif, et au-delà, le tourisme. Hein, il n'y a plus de doute, on sait où est Revel. Le commerce, le social, c'est du lien social. Donc c'est magnifique. Je tiens à remercier les services techniques et François Lucena et Benoît Cruz qui se sont beaucoup mobilisés pour l'organisation du match contre Blagnac, qui a été une formidable fête. Vécu de l'intérieur, c'était
C'était très, très réconfortant. On a une impression de sérénité et de ville. C'était très bien organisé. Le personnel municipal était mobilisé, bien présent. Le club, on ne peut que les féliciter. Ils sont riches d'une grande histoire, c'est vrai, mais aujourd'hui, ils l'enrichissent magnifiquement. On a passé encore l'après-midi avec eux, avec beaucoup parce que maintenant, il y a beaucoup de travail pour accueillir la meilleure équipe de France. Mais voilà, donc au niveau des informations, nous sommes très prudents, nous travaillons dans l'ordre, nous apprenons beaucoup. Donc le match aura lieu le 7 janvier à 20h45 et nous travaillons activement avec le club, avec les préfectures, avec les villes, avec les stades pour organiser le match dans les meilleures conditions. Donc les informations viendront petit à petit dès que nous saurons. Voilà, nous n'avons rien à cacher, mais nous devons être prudents. En tout cas, on vous remercie aussi pour tout le soutien que vous apportez à cette magnifique aventure. Et vous êtes bien sûr tous associés à ce beau succès et à cette joie revelloise. Merci à toi Jérôme et félicitations surtout aux joueurs, aux bénévoles et à l'ensemble de l'encadrement et des dirigeants qui, je pense, font un magnifique boulot, certes pour l'équipe 1, mais rappelons qu'il y a quand même 400 gamins qui sont là et qui sont sur les terrains tous les mercredis et tous les samedis ou dimanches. Donc, grande fierté pour la ville et rendez-vous donc le 7 et j'ai compris avant pour avoir un peu plus d'informations. Autre grand rendez-vous, je profite de cette parole de cette tribune pour vous rappeler la souscription pour notre beffroi. Si des auditeurs ou des personnes autour de cette salle veulent défiscaliser, il y a encore 15 jours pour bénéficier d'une défiscalisation de dons. Oui, le beffroi est paré de rouge et noir et on va alterner parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en période de fête de Noël et on va alterner là aussi les illuminations, la façon dont on part notre magnifique beffroi pour concilier à la fois les fêtes de fin d'année. On a un magnifique programme, merci à Jean-Louis et à l'équipe et à la commission qui s'en est occupée pour toutes les activités avant le grand rendez-vous du 7, parce qu'il y a beaucoup d'autres rendez-vous. Tant que j'ai la parole, parce que il vaut mieux le redire, n'oublions pas les vœux de la municipalité qui auront lieu le 8 janvier, salle Nougaro, à 18h, plus d'autres manifestations qui arriveront derrière. 18h. À 18h, oui, on sera réveillé ou on ne sera pas couché. Je ne sais pas comment on va arriver donc là-dessus. Donc, espérons qu'on ne se couche pas. Ça voudra dire que ça aurait été un très très bon élément. Mais voilà, mais je pense qu'on est... Et bien évidemment, un des points d'orgue de l'année qui sera à venir, ça sera le passage de la flamme. Mais nous aurons l'occasion, d'ici le mois de mai, d'y revenir plus en détail avec tout ce qui va aller autour. Parce que ce n'est pas juste le passage de la flamme qui est intéressant, mais tout ce qu'on peut bâtir aussi. Donc, merci, chers collègues, de votre implication, parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de sujets. On a fini nos travaux, du moins en séance de conseil municipal pour cette année. Je vous souhaite, mais on aura l'occasion de se souhaiter, de bonnes fêtes de fin d'année, je vais les mettre dans le bon ordre, pour l'ensemble de vous, de vos familles, et puis que la fête soit belle, en particulier le 7. Merci à tous, bonne soirée.